Les plus beaux métiers du monde ou la passion dévorante du marché de l'art. Lorsque l'on est passionné, on a l'habitude de dire de son métier qu'il est le plus beau du monde. Mais alors, le plus beau métier du monde, quel est-il? Et comment est-il défini par ceux qui l'exercent? Nous parlons de passion, mais quelle passion plus fantasmée, plus dévorante que celle que l'on a pour l'art. Au cœur du marché de l'art, le métier de référence est celui de commissaire-priseur. Si vous avez la chance de discuter avec l'un d'entre eux, la majorité vous expliquera qu'il faut aimer l'art, aimer les gens. Alors quoi de mieux que l'écoute d'un podcast pour permettre la rencontre avec ces métiers qui font la richesse du marché de l'art. Aujourd'hui, nous recevons un garçon qui, comme beaucoup, rêvait de chevalier, d'épée. À l'âge adulte, il est devenu cuisinier et un jour, il a décidé de suivre son rêve d'enfant. Il a plaqué son tablier, il est entré dans l'hôtel des ventes Drouot et quelque part, il a revêtu son costume de chevalier en devenant expert en militaria. Vous découvrirez que, à Drouot, le plus beau métier du monde, c'est aussi un rêve de gosse. Bonjour Alban, et bienvenue au micro des plus beaux métiers du monde. Merci de me recevoir. Merci de nous accorder un peu de ton temps. Donc on va commencer ce podcast par une question que j'ai l'habitude de poser à nos invités depuis le début. Elle est pas mal, je trouve. Première question, est-ce que lorsque tu étais enfant ou adolescent, tu imaginais déjà devenir expert ? Et quel était ton parcours jusqu'à ton métier actuel ? Et je n'ai pas présenté ton métier en plus. Alors mon métier, c'est d'expertiser des armes anciennes et des souvenirs historiques. Et c'est marrant la question que tu poses parce que Inès tout à l'heure a ramassé un téléphone portable qui est par terre. Et dans la coque de ce téléphone, il y a un petit drapeau médiéval de Lego. Et c'était les Lego avec lesquels je jouais et je m'imaginais plus tard avec des vraies épées dans les mains. Et j'ai gardé ce petit drapeau que je conserve religieusement dans mon téléphone pour me rappeler que je fais le métier que j'ai toujours voulu faire. Voilà. Et donc, quel a été ton parcours pour y arriver ? Alors, mon parcours, j'ai toujours été fan de la période médiévale. Ne mangeant pas à la cantine, mon père m'a acheté un bout de dictionnaire de cuisine médiévale par Jeanne Bourrin. Ensuite, m'a acheté l'encyclopédie médiévale. Il y avait des épées. Et j'ai fait de la cuisine médiévale avec des couteaux. J'ai choisi le métier de cuisinier, donc j'ai travaillé en cuisine pendant 15 ans. J'étais chef de cuisine d'une brigade de 25 personnes. Et Drouot est à côté. Les jours de congé étant le lundi, mardi, mercredi, aucun copain pour jouer. Donc, j'ai choisi d'aller à Drouot, aimant les brocantes, et j'ai fait mes premiers achats 2, 3, 4, 5, 6, et j'ai fini par traverser la rue, claquer mon tablier pour un costume d'expert, voilà. Ok, parce qu'on peut devenir expert sans formation en histoire de l'art. Il n'y a pas de formation diplômante sur les cartes Pokémon, sur les cassettes de jeux vidéo, En fait, c'est une spécialité. Ensuite, il y a effectivement, je pense, une méthode quand on travaille avec l'interface des études, il y a des méthodes à acquérir pour que les choses se passent bien, mais globalement non, je pense que c'est bien pour avoir des notions globales. En revanche, pour se spécialiser, non. Mais comment t'as fait pour te faire connaître des études Alors il y a un bar en face de l'hôtel Drouot qui s'appelle La Tutte, La Cave, tout ce petit microcosme truculent qui est autour de Drouot, et j'ai rencontré un ami d'enfance. J'ai retrouvé un ami d'enfance, Ulrich Nicolet, qui est d'ailleurs votre crieur, oui. Avec qui on a beaucoup sympathisé. Ulrich prenait mes bordereaux le jour et le soir quand il sortait du boulot, venait manger au restaurant dans lequel je travaillais. On a cultivé cette amitié. J'ai rencontré Guillaume chez Ulrich, et voilà, j'ai cultivé ces relations de loin. Et quand le jour est arrivé... Jusqu'à ton métier actuel. C'est ça. Et du coup, tu travailles pour plein de maisons de vente différentes. Voilà, pour une douzaine en Bretagne, au Canada, à Paris, un peu partout. Et au cours de ce parcours, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as été confronté à un échec en particulier et de quelle manière est-ce que tu t'en es relevé ? Alors, mon échec, il y en a eu deux. Un conséquent, on va dire, qui est plutôt de l'ordre pécunier. Un client a remonté absolument tous ses prix de réserve avant la vente. On a vendu sur une base de 800 000 euros de prix de réserve, donc qui concernait 450 lots. On a vendu 30 lots à 175 000 euros. Ça, c'est un échec. En revanche, le catalogue, il était parfait, donc m'a fait connaître aussi parce que la collection était belle. Et le second, c'était donc dans cette étude chez Vrai Fabre, je n'avais pas identifié un tout petit détail sur un cachet que je pensais être au général de la salle. Et le catalogue imprimé, je m'en suis rendu compte après que le catalogue soit imprimé. Et là, il y a deux solutions. Soit on fait le jeu de con en persistant, en espérant que ça passe. Soit on fait preuve d'humilité, d'honnêteté. J'ai donc été voir Guillaume en lui expliquant qu'il y avait ce problème. Il a accueilli la chose de la manière dont il a accueilli, mais de manière très intelligente. Voilà, donc ça c'est un échec, mais on apprend de ces échecs en fait. C'est pas la vraie erreur, c'est pas un échec, c'est une erreur, mais l'erreur aurait été de pas revenir dessus. Quand on est en histoire de l'art et qu'on étudie l'histoire de l'art par la voie universitaire, on nous parle absolument pas du militaria, ou en tout cas très peu.
Qu'est-ce que tu dirais à des étudiants pour susciter leur curiosité et leur donner envie de faire du militaria éventuellement? De s'intéresser simplement à l'histoire, parce qu'en fait, ce qui est du souvenir historique ou du militaria, en définitive, c'est vraiment les sabres ont été les plumes avec lesquelles on a écrit l'histoire. Hein. Donc c'est tout simplement d'aller s'intéresser à l'histoire, voilà. Et après, de toucher les objets, de les toucher éventuellement. Moi, je suis ouvert à qui veut partager, de toucher, d'apprendre, de sentir. C'est ces objets-là qui ont fait l'histoire, et c'est quelque chose qui plaît autant aux hommes qu'aux femmes. Il y a quelque chose. Enfin, une masse d'armes, ça va plus plaire généralement à un mec. Mais voilà, une belle épée de cour 18e, c'est quelque chose qui est très féminin, surtout dans un siècle où on faisait la guerre en dentelle. Donc c'est vraiment de toucher les objets, de s'intéresser et le rôle qu'ont eu ces objets. Une épée de cour, par exemple, c'est pas une arme qui sert à la guerre, c'est une arme qui est un symbole d'apparat, qui permet de rentrer à la cour, etc. Donc c'est des objets politiques. Donc dans la géopolitique historique, en fait, c'est tout à fait en adéquation avec la peinture, avec tous les objets qui ont fait le rayonnement des pays, et les armes en font partie. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner à partir de ça un peu ta définition d'un bel objet, ou qu'est-ce qui fait le bel objet selon toi? Alors un bel objet, il y a déjà sa beauté intrinsèque, sa rareté éventuellement parce qu'elle fait une cote, mais avant tout j'ai l'habitude de dire petits objets, grandes histoires, et vraiment je m'intéresse aux objets qui racontent une histoire. Ça peut être par exemple, j'avais passé 3 jours sur une petite timbale en aluminium qui vaut 10 € dans la Seconde Guerre mondiale, et sur cette timbale il y avait marqué le nom d'un officier, 3 stalags dans lesquels il avait été déporté. Et j'ai retrouvé l'officier, toute sa carrière, etc., etc. Bon, ça a été vendu 60 € avec mes 5% d'honoraires. Ça m'a pas payé mes 3 jours, ni même ma facture d'électricité pour ma petite lampe de nuit. Mais c'est un bel objet. Et les beaux objets sont des objets qui racontent des histoires, et c'est ce que j'aime retranscrire en fait dans mon travail. Voilà. Est-ce que tu as un objet dans ta carrière qui t'a particulièrement marqué? Oui, il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'était encore un inventaire avec vous. C'était le sabre du général Lassalle. Ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je faisais une connerie, j'ai toujours dit je peux pas mourir, de toute façon je n'ai pas vendu le sabre du général Lassalle. Et un jour Guillaume m'appelle et me dit Alban, on a un sabre, et donc c'était le sabre du général Lassalle. J'ai commencé à voir les miquettes, et quand j'ai eu ce sabre entre les mains que la vendeuse m'avait confié, j'ai dit ce que le général a dit 2 jours, il me semble, avant sa mort en 1807 à Wagram. Il a dit c'est un assez grand plaisir que d'avoir fait la guerre. On est dans le bruit, le mouvement et la fumée. Quand on a fait fortune et qu'on est assuré que ses enfants ne manqueront de rien, c'en est assez. Moi, je puis mourir demain. J'ai rangé la lame dans son fourreau, j'ai rendu le sabre dans les mains de la vendeuse, et j'ai dit c'est ce que je dirais le jour où je vendrai ce sabre. Voilà. Alors, je suis pas prêt de mourir puisque le sabre n'est pas sorti à la vente. Néanmoins, c'était très, très, très émouvant d'avoir ce sabre dans les mains, et peut-être que dans 30 ans, on arrivera à le vendre dans cette étude. Voilà. Et est-ce qu'il y a un objet que tu aimerais en particulier vendre, ou un modèle d'épée que tu as... Enfin, je sais pas, le sabre du général Lassalle. Non, mais je veux pas mourir demain. mais un autre, je sais pas, un autre truc que t'aimerais... un truc que j'aimerais. Dans tes rêves les plus fous, l'objet. Dans mes rêves les plus fous, ouais, alors j'aimerais, parce que, en fait, je suis pas fétichiste de l'objet, dans le sens où je collectionne pas. Je collectionne les expériences d'expertise. Et mon amour, en fait, c'est de transmettre ces objets, de les remettre sur le marché. Et ce qui est paradoxal, c'est que, par exemple, je pourrais dire l'épée de Charlemagne. Mais si je vends l'épée de Charlemagne, elle est plus dans le domaine public. Bon, j'ai pas de pièces qui me font fantasmer. Ce qui me fait fantasmer, c'est le travail dans sa globalité. Et de voir des collections, mais en fait, non, j'ai pas vraiment de pièces qui me font fantasmer. Continuer à avoir des pièces et redécouvrir des histoires. Voilà. Donc en fait, mon fantasme, et ce que je vis au quotidien, c'est de retrouver des pièces, de les resituer dans leur contexte historique. Voilà, c'est mon fantasme. J'ai une question, parce que t'as jamais eu du coup de formation d'historien, de trucs comme ça. Ce que je trouve génial, c'est que là, depuis le début, on a des invités, ils ont pas forcément des parcours universitaires qui correspondent exactement à ce qu'ils font maintenant. T'as jamais eu envie, ça a jamais été une frustration pour toi de te dire tiens, j'ai pas fait d'histoire Ah non, parce qu'en fait, j'ai appris l'histoire par les objets. Donc quand j'étais petit, je collectionnais les monnaies, donc j'ai appris en fait les successions des rois à travers les monnaies, la géopolitique à travers les armes qui ont circulé, etc. Donc en fait, à chaque fois que j'acquiers un objet, je me renseigne dessus, et en fait, on a comme ça des petits îlots un peu éparses de notions historiques qui finissent par abaissement des océans d'ignorance à créer un domaine en fait. Voilà. Et ça a jamais été pour toi un truc de te dire j'ai pas le diplôme qu'il faut, tu t'es toujours affirmé comme ça? Non, je me sens légitime dans la mesure où je fais pas trop d'erreurs et je fais les choses bien, et on peut pas tout savoir, donc la légitimité en fait elle se situe dans la capacité à travailler et à travailler bien, et je pense que je suis pas trop mauvais, je suis pas le meilleur, mais j'ai cette capacité, donc l'inverse en fait m'aurait beaucoup frustré si j'avais fait beaucoup d'études et qu'en fait je suis limité, ça aurait été compliqué. L'inverse me dérange absolument pas.
Ok. Et peut-être une autre... Enfin, c'est un paradoxe un peu du métier d'expert. Mais en gros, l'étymologie du mot expert veut dire aussi qu'il y a un côté où on connaît tout quand on est expert. Et l'autre étymologie, c'est que quand on est expert, au contraire, on fait que de faire l'essai et que d'apprendre. Tu dirais que finalement, ton métier, c'est pas de tout savoir sur l'objet, et que c'est que... Non, je pense que c'est une erreur. Au contraire, on est toujours débutant. Bien sûr, absolument. Je pense que vraiment l'humilité dans l'approche d'un objet, c'est vraiment la chose primordiale. Et justement, c'est quand on parlait de là où ça avait pêché sur le saut du général Lassalle, c'est que j'étais un peu trop sûr de moi et je voulais que ce soit ça. Et en fait, j'ai abordé la chose comme un expert dans la première version, et dans la seconde, en fait, j'aurais dû l'aborder dans la seconde manière. Comme un débutant. Voilà, et maintenant c'est comme ça que je travaille, c'est quelque chose qui m'a vraiment servi de leçon. Donc on est d'éternels débutants, on est d'éternels écoliers, et c'est ça qui est formidable aussi. Tu dirais que c'est ça qui te fait vibrer dans ton métier? Si je savais tout, j'arrêterais, j'ouvrirais un food truck. Je retournerai en cuisine. Mais ok, et du coup c'est ça qui te fait vibrer dans le métier d'expert, c'est justement d'être tout le temps dans la découverte. Ouais, exact. Et on parle beaucoup de la transmission dans les métiers du marché de l'art. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimerais, enfin ton métier, est-ce que t'aimerais le transmettre, ou de quelle manière est-ce que tu t'envisages ça? Alors je le transmets déjà parce que je prends de temps en temps des stagiaires. Quant à ta première question, ta seconde, tu m'as demandé comment j'y étais arrivé. On m'a fermé les portes partout quand je suis arrivé. Voilà, c'était impossible. Okay. On m'a mis limite des coups de bâton, des bâtons dans les roues, etc. Et je me suis juré d'ailleurs que si j'arrivais à faire quoi que ce soit, enfin un tout petit brin de chemin, j'ouvrirais la porte à ceux qui me demandent. Donc c'est une sorte de credo que d'ouvrir ma porte à ceux qui me demandent. Et je prends des personnes qui sont pas forcément dans l'histoire de l'art, qui veulent pas forcément faire ça, qui peuvent faire une semaine, un mois, 3 semaines. Et en fait, c'est un plaisir. La transmission, c'est vraiment la clé de voûte de notre métier. Parce que si la transmission du savoir n'avait pas été faite par les aïeux sur des générations, on n'aurait rien aujourd'hui. Ok, c'est intéressant de ce que tu dis, que toutes les portes se sont fermées à toi et que pour autant tu as réussi à... Un peu de persévérance, beaucoup de pattes pendant 5 ans. Ouais, voilà. Mais c'est ce que vivent beaucoup de gens qu'on a rencontré un peu dans ce podcast. Faut persévérer, mais c'est bon les pattes, ça apprend l'humilité. C'est la première approche. C'est vrai, mais c'est très bien, mais les pattes c'est super. Mais c'est bon, c'est délicieux les pattes, et j'en mange toujours d'ailleurs. Quand j'ai acheté un katana datant du XIIIe siècle, j'ai payé un bras, en rentrant à la maison en disant chérie, tu vas rire, nous ne partons pas en vacances, et ben on va manger des pâtes, c'est délicieux les pâtes. Voilà. Mais il y a peut-être aussi autre chose dans le militaria, où je sais pas, enfin c'est un peu un cliché, mais le militaria c'est un truc assez loin, je me dis que c'est un truc un peu de... Enfin, pas de brut, mais tu vois, un truc un peu... Oui, le tonton Bernard, raciste, alcoolique, qui dit je suis pas raciste. Oui, non, mais voilà. C'est ce qu'on en fait, mais voilà, c'est parce que quand on parle de militaria, c'est vrai mais en fait, il y a une infinie délicatesse quand même. Ah, mais bien sûr, oui. Enfin, dans le travail que tu nous avais expliqué au niveau des épées, je trouve. Bien sûr, mais il y a des choses, voilà, il y a la baïonnette. Militaria, ça fait assez baïonnette rouillée. C'est pour ça que je parle d'armes anciennes, souvenirs historiques, on peut parler aussi d'art militaire, parce qu'il y a la peinture, il y a beaucoup de choses. Voilà, dans le militaire, ça fait assez baïonnette rouillée. Et effectivement, quand on voit une collection, j'ai pas de sensibilité pour ça, la Seconde Guerre mondiale, une exposition de casques allemands, alors ça c'est le Stahlhelm, même modèle X, bon, ça m'intéresse clairement pas. C'est un peu là, effectivement, un peu brut, voilà, alors on a la version telle année, c'est pas drôle. Ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse justement, c'est comme ça que j'intéresse, c'est que par exemple, on va dire qu'un officier, typiquement on parlait du général Lassalle, on sortait de la période de la guerre en dentelle, en fait, avait une dotation monétaire, pécuniaire, pardon, pour s'équiper dans le cadre d'un règlement. D'où le mot arme réglementaire, donc le règlement vendait bien en 12, impose un sabre, etc. Et l'officier pouvait, ses frais, se permettre certaines fantaisies ou des qualités supérieures de confection. Et donc, en fait, ça donne un formidable concours sur le champ de bataille où celui qui s'apprête à mourir, en fait, offre un spectacle des plus rutilants à son cher camarade à côté en disant regarde, c'est moi qui ai les plus belles dorures sur mes brandebourgs de mon dolman, etc. Donc c'était vraiment un vrai ballet, quoi. C'est dans l'esthétique, c'était quelque chose, il y avait un savoir-vivre, un savoir-mourir, un panache qu'on n'avait pas sous la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inspire. Et pas trop dans les années 40. Donc en fait, oui, il y a une réelle délicatesse et les costumiers aujourd'hui sont incapables de faire ce qu'on faisait avant pour les champs de bataille. Donc il y a aussi le textile, voilà, on parlait de différents... Le textile, ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous recommander peut-être éventuellement une lecture ou peut-être une lecture qui t'aurait marqué en militaria ou qui... Une lecture, bon, si c'est en termes de roman, moi, mon livre de chevet a été Bankowski, Mes mémoires. Donc, c'est les mémoires d'un type qui s'engage, je crois, de mémoire en 1792. Ma période préférée, c'est donc l'Empire, la Révolution, le Consulat. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'engage de mémoire en 1792 et qui continue de mémoire jusqu'en 1807. Non, après 1807 d'ailleurs. Donc, c'est un type, en fait, qui raconte... son enrôlement à l'époque, voilà, toutes les campagnes qu'il a fait, l'Espagne, comment il traverse l'Europe à cheval, c'est assez romanesque,
voilà, ça c'est quelque chose pour se sensibiliser à la vie de ces gens à l'époque. Là, on a des types qui sont volontaires, qui s'engagent dans un contexte géopolitique exaltant, des changements politiques aussi, religieux, etc. Donc ils s'engagent dans une armée avec une nouvelle république qui va devenir l'Empire, et qui parcourt l'Europe conquérant. Voilà, c'est sublime. Voilà. Donc ça, c'est mon livre de chevet. Enfin, c'était mon livre de chevet. Et ensuite, pour commencer la collection Militaria, si on veut faire de l'épée, il y a Jean Lost qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Les épées, et il a fait le même pour les sabres, avec tous les règlements, une certaine notion, ne serait-ce que pour décrire. Et sinon, on peut me contacter aussi, parce que je donne des cours à Drôle Formation. Ouais, pour les petits jeunes de Drôle Formation, voilà, que j'arrive à captiver, alors en leur amenant des armes à manipuler, des uniformes. Et je leur envoie, en fait, j'ai fait un fichier, un petit cours, en fait, sur l'initiation, sur l'évolution des armes dans le marché, etc., l'aspect légal. Et ça, je peux l'envoyer à qui veut, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, il y a aussi un aspect droit pénal. Tout à fait. Les armes sont soumises à beaucoup de réglementations, notamment les armes à feu. Voilà. Et du coup, tu dois apprendre ça en parallèle. Ouais, c'est mieux. Mais les lois changent tout le temps, en fait. Donc il faut se tenir au courant tout le temps. Il y a des très bonnes associations, l'UEFA par exemple, qui travaillent étroitement avec l'État pour essayer qu'il n'y ait pas trop de glissements, qu'on n'interdise pas les pistolets à silex Premier Empire qui sont dans la même catégorie que certaines armes qui sont beaucoup plus modernes. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller vraiment de très près. Est-ce que tu pourrais également nous présenter un des objets que tu expertises pour notre étude, quand tu viens, parce que tu te balades justement d'étude en étude pour expertiser tous ces objets? Eh bien oui, je suis venu faire la fiche justement entre autres d'une épée rapière. Alors une épée rapière, qu'est-ce que c'est? C'est une épée avec une sous-catégorie qui est la rapière. Alors on connaît bien, voilà, c'est très évocateur des, on va dire, Cyrano de Bergerac, des mousquetaires. Alors c'est pas celle avec la garde en forme de tasse, c'est celle avec beaucoup de branches qui sont très élégamment réparties sur la monture, qui leur permet d'avoir une protection, on va dire, enveloppante. Voilà, donc on est sur des pièces qui datent 1590, 1620 par là. Et là, donc, on a une très belle rapière, épée rapière. Les lames étaient très longues parce qu'elle permettait notamment de pouvoir, à un cavalier, de pouvoir atteindre une cible depuis son cheval, ou un piéton pour d'atteindre un cavalier, de faire ces fameux duels comme le Caravage et Métante elle est donnée. Et il y a toujours une difficulté sur ces épées. C'est que les pièces donc dites haute époque sont en fait les techniques de forge étaient à peu près les mêmes au 19e siècle. Donc à l'époque Viollet-le-Duc, on a fait énormément de panoplies qu'au XVIIe siècle. Donc en fait la différence entre une pièce qui a été forgée en 1590 et très bien conservée et une pièce mal conservée qui a été faite en 1870, c'est très 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 compliqué de faire la différence. On peut faire une métallographie, etc. Donc c'est toujours un point épineux, notamment, les lames ont souvent été récupérées parce que c'est très difficile de faire une lame qui correspond aux critères de souplesse, de rigidité. Morphologiquement, celle-ci, par exemple, est en section quadrangulaire qui lui permet d'avoir un estoc. En fait, les coups d'estoc, c'est les pointes, on va dire. Une pointe qui est très solide. Voilà, c'était quelque chose qui était relativement compliqué à faire. Alors qu'une monture à forger, même si c'est beaucoup de travail, ça nécessite pas des matériaux travaillés d'une manière à être utilisés. Donc là, effectivement, on a donc ces fameuses pièces. Donc la lame est bonne d'époque, voilà, elle est marquée dans la gouttière au centre Juan de Toledo. Donc c'est un certain Jean qui était à Tolède, qui l'a fabriqué donc vraisemblablement vers 1620. Et cette lame a été récupérée et remontée et travaillée d'une très belle manière d'ailleurs sous Napoléon III. Voilà, pour les panoplies dans les châteaux. Donc ça, c'est l'objet de mon expertise aujourd'hui et d'autres pièces. Donc c'était à déterminer si la monture était bonne, était raccord. Donc là, effectivement, c'est un remontage, mais un remontage ancien, c'est très déco. Et voilà. Et ça, par exemple, pour commencer une collection, c'est très bien parce que la lame, moi, je suis très très sensible aux lames. Pour moi, c'est vraiment l'âme d'une pièce. Et c'est une bonne pièce sympa pour commencer. Voilà. Mais tu collectionnes aussi des armes comme ça, du coup? Alors, j'ai arrêté de collectionner parce que je me suis marié. Non, mais pour revenir à une question avant, c'est quand j'ai dû me lancer, en fait, j'avais une collection et je collectionnais. Alors, il me fallait tel modèle, et j'étais jamais satisfait. J'accrochais une pièce au mur et je retournais en salle et je reprenais le modèle avant ou après. Et je me suis complètement détaché de ça, puisque pour financer, en fait, mon début de carrière, j'ai dû financer, donc décrocher les lames une par une. C'est un déchirement à chaque fois, et en fait, je me suis vraiment libéré de quelque chose, d'un fétichisme coûteux dont j'avais absolument pas besoin.
et je prends autant de plaisir en fait à découvrir les pièces et à les mettre sur le marché. Donc en fait, c'est un mal pour un bien, et voilà, donc je prends autant de plaisir à découvrir cette pièce, à l'expertiser, à rentrer chez moi et pas la mettre au mur. Voilà. C'est pas mal aussi. Et donc le second objet, pardon, parce et que le second objet qui va me faire sortir ma loupe tout à l'heure, voilà, c'est ce qu'on appelle un placard, donc c'est la phaléristique. La phaléristique, c'est la science des médailles et décorations, voilà, donc ce qu'on appelle un placard, c'est une sorte de ligne en fait d'accumulation de médailles qu'on colle sur le poitrail, et ça nous retrace un petit peu, voilà, le pédigré et l'histoire du bonhomme. Voilà, là on voit qu'on a une médaille belge, on a une médaille anglaise, on a des médailles à titre civil, d'autres à titre militaire. Donc militaire, c'est quand il y a les deux épées qui se croisent. Là, elle est de 14-18, donc on sait que le bonhomme a fait la guerre 14-18, qu'il était belge, qu'il a notamment combattu avec des troupes anglaises puisqu'il y a une médaille anglaise, donc ça lui était remis à cette occasion. Donc en fait, ça nous raconte un peu l'histoire, et puis là, il y a un petit bout de papier, voilà, avec la liste des médailles, et puis peut-être qu'au fond de la boîte à chaussures, on retrouvera le nom de la personne, et puis qu'on resituera cet objet, on l'inscrira dans un contexte. Voilà, pour un collectionneur, c'est très important de savoir d'où viennent les objets, qui les a portés, et c'est vrai que même si c'est un anonyme, on aime quand même attribuer à quelqu'un, et quand c'est attribué, c'est voilà, d'une manière bassement pécuniaire, on est quasiment au double du prix, quoi. Et ça peut arriver aussi que des musées te demandent des conseils pour valoriser une collection ou... Alors les musées privés, ouais, j'en parlais avec un confrère la semaine dernière. Le musée de Bazeilles lui a demandé de faire une expertise pour assurance, et lui a demandé d'estimer le tableau de la maison de la dernière cartouche, Okay. Le fameux donc par Alphonse de Neuville, vous savez, le soldat Aubert qui tire sa dernière cartouche quand les Français étaient retranchés pendant la guerre de 70 dans cette maison de la dernière cartouche, donc pendant l'épisode de la guerre de 70, d'édition 70 à Bazeilles. Voilà, donc ça, comment on peut estimer un tableau, mettre un prix sur un tableau comme ça si on ne met pas aux enchères, en fait c'est très 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 compliqué. Donc oui, effectivement, des fois il y a certaines questions, mais souvent globalement c'est plutôt nous qui avons demandé au musée voilà, un avis, parce que le musée peut pas s'engager sur le conservateur ne peut pas s'engager puisqu'il engagerait la part du musée. Ça m'est arrivé avec une épée de la Renaissance il y a 2 mois, donc j'ai eu le privilège de rencontrer, d'être reçu par Philippe Malguir, donc le conservateur en chef du patrimoine du Louvre, qui donne un avis pertinent, qu'il ne l'engage pas, voilà, mais au moins on a un avis de la part de quelqu'un qui évolue en fait dans la catégorie d'objets pour laquelle je devais faire une expertise. Voilà. Parce que j'ai pas toujours le nez dans la Renaissance, et là c'était vraiment son truc, quoi. Et t'aurais un musée en particulier à nous recommander? Le musée de l'Armée. Du coup, j'y suis allé aussi pour la première fois de ma vie. C'est pas mal, c'est très long. C'est pas très long, c'est quand on s'amuse, le temps passe vite. Et donc c'est ton musée favori, et un musée peut-être plus... Un musée plus... Alors, un oui. musée privé, est-ce que t'en as aussi? Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, j'y retourne d'ailleurs en pèlerinage quasiment tous les ans, c'est le musée de la guerre au Moyen-Âge. Donc le musée de Castelnau dans le Périgord, pas très loin de Sarlat. C'est un bon détour parce qu'on y mange aussi très bien, et c'est un musée en fait qui a reconstitué des trébuchets, tout le matériel de siège, qui a une belle collection de sabres, surtout d'épées, d'armures, etc., etc. Et c'est vraiment une belle balade parce qu'on visite un château, il y a une très belle vue, on voyage dans le temps. C'est très bien fait, c'est très ludique, il y a une forge qui a été reconstituée, etc. Voilà, donc ça, pour s'amuser un peu en vacances et de sensibiliser un peu pour une première approche, c'est très bien, quoi. Et si on veut rentrer dans le dur ensuite, une très longue visite au musée de l'Armée. Et c'est l'heure de la question signature. Est-ce que, à tes yeux, tu exerces le plus beau métier du monde? Absolument. C'est fabuleux d'entendre ça. J'ai pas l'impression de travailler, en fait. Tout simplement. Quand j'étais en cuisine, je rentrais chez moi, j'avais peut-être 8 heures pour rentrer, me cultiver, me doucher, manger. Et ces 8 heures, je les passais peut-être 3 sur 8 à chercher des choses sur Internet, à faire en fait ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était mon temps libre d'avant. Et je fais ça toute l'année. C'est quoi qui t'a donné vraiment envie de te dire le jour où tu t'es dit vas-y, je laisse tomber la cuisine et j'ose le truc? Alors, ça a été le moment où j'ai voulu... En fait, j'ai toujours rêvé de le faire, et j'aimais aussi beaucoup la cuisine. Donc j'ai décidé d'arrêter là, puisque je m'étais donné comme objectif d'être sous-chef dans une grande brigade, et j'y étais arrivé. Est-ce que j'ouvrais mon restaurant? Est-ce que je faisais autre chose? J'avais pas encore d'enfant, mais je voulais me marier, et je me suis dit, bon, bah voilà, on va tourner une page, 16 heures par jour, 8 jours sur 10, c'était plus possible. Voilà, donc j'ai changé de métier comme ça, et le droit était pas loin. J'ai traversé la rue, voilà, et je suis retourné voir mes copains, et des fois les copains n'étaient plus mes copains quand j'ai commencé à être professionnel. Voilà. Des gens qui vous accueillent avec beaucoup de diligence, beaucoup de sympathie, tant que vous restez du côté acheteur. Voilà. Mais t'as quand même continué, et tu t'es... Je continue, je me suis toujours marré, et puis j'ai des très bons soutiens, voilà, j'ai des amis extraordinaires qui sont dans le milieu, qui m'ont beaucoup soutenu, et puis Guillaume Evrard qui n'était pas obligé non plus de me donner ma chance.
Voilà, j'ai été vraiment bien encadré, quoi. Voilà. Bon, mais en tout cas, nous sommes pris vers le temps, mais merci en tout cas pour ce podcast. Merci à toi. C'était super. Merci. Merci. C'était Les plus beaux métiers du monde. Nous vous remercions pour votre écoute. Prise de son, montage, mixage, Inès Allard. Interview et écriture, Prudence Basset. Partenariat avec la maison de vente Evrard et Fabre.